Moi, je suis la fille d'une victime où on a assassiné mon père. Et d'avoir une telle indifférence, c'est très frustrant de se dire qu'il y a un assassin qui vit en toute impunité. C'est un danger pour la société et on s'en inquiète pas et on ne cherche pas à le mettre en prison aujourd'hui. Moi, ça me met dans une rage folle et qu'on n'essaye pas de rendre justice à un homme qui n'a rien fait de mal et qu'on a assassiné. Ma fille a été assassinée de 123 coups de couteau, c'est pas rien. C'est douloureux pour moi de sortir un album photo, je peux pas, parce que je ne vois Christelle qu'en se faisant assassiner. Enfin, je la vois pas autrement, quoi. C'est insupportable de devoir se battre pendant 18 ans. C'est de l'injustice. On est petit, hein. On nous oublie complètement. Hein. Pendant 20 ans, je n'ai jamais rencontré un juge. Jamais de jamais. Ils n'ont pas fait leur travail, c'est pas possible. Hein. Je sais pas ce qu'il faut leur emmener, quoi. Si tu ma fille devant eux pour qu'on puisse le faire passer aux assises, ce type-là. On n'a pas le droit de tuer comme ça impunément et puis dans une société de pas savoir, quoi. La justice, elle fait son boulot, je sais pas. On est au courant de rien. Cécile a disparu le 8 juin 1997 et depuis, rien. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps le dossier va rester ouvert. Alors, moi, je continue à me battre. Je ne me fais pas d'illusions. On ne se battra pas à ma place. Pour certaines familles de victimes d'homicide, perdre un proche, c'est assister impuissante au renoncement de la justice. Des enquêtes qui piétinent, le silence des juges d'instruction, l'enlisement progressif des dossiers qui risquent d'être classés. En France, aucune statistique n'existe sur ces crimes non élucidés. Mais on estime en moyenne que chaque année, sur 1 millier d'homicides, environ 15% ne seront pas résolus dans un délai raisonnable. Avec le temps qui passe, ces affaires sont peu à peu oubliées par les juges et les enquêteurs. Commence alors le douloureux combat de ces familles abandonnées par la justice. Lundi 23 janvier 2017, au tribunal de Chalon-sur-Saône. C'est aujourd'hui que s'ouvre le procès aux assises de Pascal Jardin, l'assassin présumé de Christelle Blétry. Sa mère, Marie-Rose, s'est battue pendant 20 ans pour que le meurtrier de sa fille, tué en 1996, soit identifié, arrêté et jugé. En 2014, l'enquête a connu un incroyable rebondissement grâce à des expertises ADN réalisées sur les vêtements de la victime. Pour la mère de Christelle, l'ouverture de ce procès est une première victoire dans ce long combat mené pour que justice soit faite. Ça fait 20 ans que je souffre, ça fait 20 ans que Christelle n'est pas là. Ma fille a été assassinée de 123 coups de couteau, c'est pas rien, quoi. Je veux dire, pour moi, c'était une évidence que le meurtrier serait trouvé rapidement. Christelle Blétry a été assassinée le 28 décembre 1996, à quelques kilomètres de Blanzy, près de Mont-Solémine. La jeune femme vivait chez ses parents. Elle avait passé la soirée chez des amis, mais n'est jamais rentrée. Son corps a été retrouvé le long de ce petit chemin de campagne, près d'une ferme. C'est un facteur qui a découvert Christelle au petit matin. Elle avait 20 ans.
Le samedi matin 28 décembre 1996, nous nous sommes levés avec mon mari. Myriam, ma deuxième fille, nous a dit Christelle n'est pas rentrée, Christelle n'est pas dans sa chambre. Pour moi, c'était anormal. Christelle n'était pas là, c'est qu'il est arrivé quelque chose. On a appelé les hôpitaux locaux, aucune piste de ce côté-là. Donc après, j'appelle le commissariat local qui me dit « venez ». Et on nous fait patienter dans le hall d'entrée. Et ça a duré, et ça a duré, jusqu'au moment où je vois arriver le facteur qui a retrouvé Christelle. Et le pauvre facteur, il avait les bras ballants. Il n'a pas pu me dire, quoi, parce que je pense qu'il savait. Il savait que c'était Christelle. On a appris qu'elle avait été assassinée de 123 coups de couteau par la presse le lendemain. À aucun moment, ni le policier, ni le médecin légiste ne nous a dit, ne nous a expliqué les conditions de la mort de Christelle. Voilà, c'était ça, le premier jour. Après la mort de Christelle, Marie-Rose Blétry ne tarde pas à comprendre que l'enquête risque d'être longue et difficile. Les premiers policiers sont des gens de la brigade financière. Voilà, vous avez tout compris. Et pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas se faire assassiner le 28 décembre. Le 28 décembre, les gens sont en vacances. Entre Noël et les jours de l'an, les gens sont en vacances. C'est comme il faut éviter le mois d'août, il faut éviter Noël, éviter les jours de l'an, il faut éviter Pâques, enfin voilà. Après l'assassinat de Christelle, on a vu les policiers à la maison une fois, on a été convoqués une fois, et après, c'est insupportable qu'on n'enquête pas sur un crime. En réponse à ces premiers attaches, Marie-Rose se constitue partie civile afin d'avoir accès au dossier et de suivre les investigations des enquêteurs. Elle décide aussi de créer une association d'aide aux familles de victimes d'agressions criminelles. L'objectif est de mobiliser l'opinion publique pour que la justice enquête et de récolter des fonds pour payer les frais d'avocat. Très vite, elle est rejointe par d'autres familles de victimes de meurtres, pour lesquelles les assassins n'ont pas non plus été identifiés. Pendant des années, Marie-Rose, soutenue par l'association, a donc remué ciel et terre pour que soit identifié le meurtrier de sa fille. Mais l'enquête piétine. En 2014, 18 ans après les faits, la justice accepte enfin de procéder à des expertises ADN sur l'ensemble des vêtements de la victime. Un homme est identifié. Cet homme, c'est Pascal Jardin. Il avoue les faits avant de se rétracter. Aujourd'hui, il comparaît devant une cour d'assises pour l'agression sexuelle et le meurtre de Christelle Blétry. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Je ne sais pas quelle sera sa position aujourd'hui, mais j'espère qu'il parlera. C'est tout ce que j'espère, qu'il avouera. J'attends la vérité, c'est important pour nous, pour la famille, et puis pour l'association, pour la population, pour tout le monde, que la vérité sorte. L'affaire Blétry est une affaire emblématique, car sans la persévérance de Marie-Rose, le meurtre de Christelle serait sans doute resté impuni. Son combat, Marie-Rose ne l'a pas mené seule. En 2001, elle a été rejointe par 2 avocats parisiens, Didier Seban et Corinne Herman. Leur credo est de défendre ceux que la justice a oubliés. Je n'aime pas le nom de victime. Pour moi, ce mot n'existe pas. Il ramène ces familles à un comportement qui n'est pas le leur parce qu'elles sont combattantes et qu'on essaye d'avoir des victimes qui sont combattantes, qui prennent leur affaire en main à nos côtés.
On va bien au-delà du travail juridique. À toute étape du dossier, il faut qu'on leur explique pourquoi cette justice ne fonctionne pas et ce qu'on va faire et comment on va le faire, etc. Donc c'est presque un parcours de vie qu'on a avec eux. Madame Blétry était toujours là parce qu'elle voulait aussi que les choses changent. Et très souvent, ça ne change pas. Dans une enquête criminelle, le juge d'instruction a un rôle primordial. Totalement indépendant, c'est lui qui dirige les actions de la police judiciaire, qui procède aux interrogatoires et aux mises en examen, avant de décider ou non de renvoyer les suspects devant une cour d'assises. On a des magistrats qui ne lisent même pas les procédures et qui ne veulent absolument pas engager des moyens pour faire de l'enquête. Ils ont leurs idées, ils pensent que ils vont rester 2 ans, 3 ans sur un dossier, ils laissent tourner le dossier et puis ils partent sans avoir rien fait. On a constaté quand on est arrivé dans le dossier que ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait eu aucune intervention des services d'enquête ou du juge d'instruction. Madame Blétry s'est sentie totalement abandonnée par la justice, niée par la justice pendant des années. Monsieur le juge nous a traités de petites gens. Oui. C'est-à-dire ? Je sais pas. Allez lui demander. Bon, nous sommes des ouvriers de bas étage, je sais pas, des ploucs, des... Bon, j'en sais rien comment on peut traiter, qu'est-ce que ça veut dire, des petites gens. C'est... La justice, elle a fait quoi, en gros, pendant toutes ces années, pour vous ? Silence. Je sais pas. Alors, je ne vais pas dire que rien n'a été fait, parce qu'il y a eu des choses de faites. Mais ça a été toujours par des petites étapes. Moi, j'aimerais qu'on arrive à recenser le temps de travail dans mon dossier sur la durée. Je pense que ça... Voilà, c'était quoi, 1 an sur 20 ans ? Le meurtrier présumé de Christelle Blétry ne va pas tarder à rejoindre le box des accusés. Pour les parties civiles, cette confrontation est certainement l'un des moments les plus durs à vivre. En face, dans mon dos, vous avez la greffière, à qui on donne les papiers, à qui je vais poser une question pour vous. Voilà. En face de nous, il y a les 2 avocats, mais un est reconnu, lui va être en face. C'est le procès de l'assassin de ma fille, donc je ne sais pas si j'arriverai à garder mon calme. Bon, je pense que oui, ça fait 20 ans que ça dure, donc il n'y a pas de raison. J'ai hâte de le regarder, je ne le quitterai pas des yeux de toute façon. Non, je suis prête. Affronter le regard du tueur, mais surtout comprendre ce qu'il s'est passé, c'est ce qu'attend Marie-Rose depuis le meurtre de sa fille. Est-ce qu'il va avoir l'humanité d'avouer les choses ou est-ce qu'il va jouer avec les victimes ? Comment ça va se passer ? Elles ont cette appréhension-là. Et ensuite, elles ont aussi la peur que la justice ne les entende pas. Et ça fait 20 ans qu'ils combattent cette justice, donc ils n'ont pas confiance dans cette justice. À force de courage et de ténacité, Marie-Rose a réussi à faire avancer l'enquête. Reste à la justice à finir le travail, c'est-à-dire à juger le meurtrier présumé de sa fille. Mais bon nombre de familles de victimes n'en sont pas encore là et ont encore un long chemin à parcourir. Se battre pour obtenir justice, c'est ce que fait Éric Boisserand depuis le meurtre de sa fille Marine, le 11 octobre 2005. Marine a été assassinée au domicile familial, à Chazé-d'Azergues, près de Lyon. Je suis rentré chez moi après ma journée de travail. Et puis j'ai trouvé ma fille dans une mare de sang. J'en ai encore l'image. Elle me revient souvent d'ailleurs. Et elle était
comme on dit, assassinée, tout simplement. Voilà. Marine avait 20 ans. Elle a été poignardée de 12 coups de couteau. Son père est arrivé quelques minutes après sa mort. Voilà, j'ai rien pu faire. Et il me manque ce quart d'heure où j'aurais pu arriver peut-être un peu plus tôt. Et ce quart d'heure, c'est 12 ans après encore. Terrible. J'avais l'impression d'être dans un monde irréel. Ça pouvait pas arriver, c'était pas possible. Pas chez nous, pas nous. On n'a rien fait. Marine, elle a rien fait. Enfin, je veux dire, c'est... On est impuissant, complètement impuissant. Puis surtout, c'est, ouais, on est tellement sidéré, on ne sait plus à qui se vouer, on ne sait pas à qui parler. On est plus que mal. Je suis toujours mal, hein. En parler, ça m'est difficile, hein, quand même. À la mort de Marine, Éric Boisserand fait appel à Gilles Jean Portejoie, bâtonnier à Clermont-Ferrand. En acceptant ce dossier, jamais ce ténor du barreau n'aurait imaginé en être là 12 ans plus tard. Nous sommes dans la banlieue plutôt chic de Lyon. C'est un pays calme, un village calme. On se dit que dans ce village calme, un crime de cette nature ne peut pas ne pas être élucidé. Vous savez, en matière pénale, ça se termine mal quand ça a mal commencé. Et là, ça a véritablement mal commencé. Le dossier est confié à la gendarmerie du Cru pendant 15 jours. C'est elle et elle seule qui travaille sur ce dossier. Et manifestement, le travail effectué au départ ne l'a pas été de manière convenable. 2 jours après, les gendarmes me disent « Monsieur Boisserand, il faut qu'on fasse des prélèvements d'ADN dans la maison ». Donc on occulte tout, le Blue Star, et on trouve des petites taches de sang dans la salle à manger. Vous savez ce qu'ils ont pris comme ADN sur ces taches de sang? L'ADN du gendarme. Voilà. La montre de ma fille était à 2-3 mètres d'elle. Qu'est-ce qu'on retrouve comme ADN dessus? L'ADN du gendarme, d'un gendarme. Il était là en plus parce qu'on l'avait invité pour qu'il voie une scène de crime. Il n'était même pas dans l'enquête, il n'était même pas enquêteur. C'était juste pour voir. Ben, il prend la montre dans la main. L'ADN, ils ont tout pollué, tout pollué. Mais on dit rien, on dit rien. Même moi, je dis rien. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je suis tellement abasourdi que... Aux alentours de la maison, les gendarmes n'ont relevé aucun indice. L'arme du crime, un couteau de cuisine, n'a jamais été retrouvée. Les enquêteurs n'ont pas relevé non plus de traces d'effraction, laissant supposer que la jeune femme connaissait son agresseur. Pourtant, ils vont suivre une toute autre piste, celle d'un centre de réinsertion pour jeunes en difficulté, l'Abri, situé à 200 mètres du domicile familial. D'emblée, la justice a fait fausse route. On leur disait, nous, que c'était quand même plutôt un proche. Marie n'aurait pas ouvert à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, puisqu'elle était toute seule dans la maison à ce moment-là, puisque j'étais au travail. Donc c'est quelqu'un connu, qu'elle connaissait. Mais on ne va pas plus loin. On ne va pas plus loin. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas entendu. Alors ils ont travaillé sur l'Abri pendant plus d'1 an. Pour faire avancer l'enquête qui piétine, la famille de Marine fait appel à une criminologue, dans l'espoir d'apporter de nouvelles pistes d'investigation aux enquêteurs. À partir des photos de la scène de crime, elle avance plutôt l'hypothèse d'un acte passionnel. Elle me disait, vous savez, il faut pas chercher plus loin. C'est quelqu'un, un ex-petit copain. C'est quelqu'un qui fait 1m80 à peu près, 1m82, qui est droitier, un homme, avec une rupture sentimentale et vraisemblablement sous l'emprise de stupéfiants.
Dans le dossier, il n'y en avait pas 36. Hein. Il n'y en a qu'un. Mais le juge d'instruction, il n'en a rien à faire. Il ne veut surtout pas qu'on l'influence. 5 ans plus tard, cette piste est enfin suivie par la justice. Un ex-petit ami de Marine est arrêté. La jeune femme voulait rompre avec lui pas. Mis en examen pour homicide volontaire, il est placé en détention provisoire fin 2011, avant d'être libéré quelques semaines plus tard, faute de preuves. Il est désormais sous le statut de témoin assisté. Et l'enquête est à l'arrêt. En 2014, près de 10 ans après les faits, Maître Portejoie obtient le transfert du dossier du tribunal de Villefranche à celui de Lyon. Et la nomination d'un nouveau juge, le 4e depuis la mort de Marine. Et là, pour nous, c'est une immense espérance. Le dossier est confié au doyen des juges d'instruction. Nous sentons que le dossier prend à ce moment-là une nouvelle dimension. Malheureusement, on a été déçus. Et je me souviens d'une audition de Boisserand tendue avec le magistrat instructeur. Il m'a dit, vous vous rendez compte, le dossier de votre fille Marine, c'est un dossier maintenant, est plus épais que celui du juge Renaud. Franchement, on dit ça à quelqu'un qui a perdu sa fille. Ils sont sur une affaire, ils sont pas dans le sentimental. C'est vrai, on est dans l'émotionnel, moi je suis dans l'émotionnel plus que tout, je suis à vif. C'est viscéral, c'est pas un dossier. Alors je veux bien, mais bon, il n'y a pas d'humanité, aucune. Il y a même plus que ça. Enfin, cette personne me dit, de toute façon, on fera rien. Ça a coûté déjà trop cher. Et alors ? Je vais clôturer le dossier. Ça a coûté trop cher, je vais clôturer le dossier. Voilà, la justice en France. Je pense qu'elle dort bien sur ses deux oreilles. Moi, je dors pas. À 2h du matin, je me réveille jusqu'à 5h, 6h, parce que je pense. Se dire, mais bon sang, on a oublié quelque chose, on a oublié ça, on pourrait faire ça. Non, elle dort bien, la justice. Donc je me bats, ouais. Mais qu'est-ce que j'attends ? Tout simplement qu'ils me disent pourquoi, qui a fait ça et pourquoi. La formation des juges d'instruction intègre peu l'aspect humain, pourtant essentiel face à la douleur de ces familles. Les recevoir, les écouter n'est pas dans leurs habitudes. Pourtant, depuis juin 2000, une loi renforce le droit des victimes, sinon à être écoutées, au moins à être reçues. Elle stipule aussi qu'elles doivent être tenues informées de l'avancement de l'enquête tous les 6 mois par le juge d'instruction. Mais cette loi, dans les faits, n'est pas appliquée, et des voix commencent à s'élever contre ce silence, comme celle de Serge Portelli, magistrat et président de chambre à la Cour d'appel de Versailles. Les magistrats sont des grands taiseux. Ils parlent très peu. Il y a dans cette profession, comme dans beaucoup d'autres, ce qu'on appelle un devoir de réserve. Voilà. Mais ça n'empêche évidemment pas le juge ou le procureur de parler, d'expliquer ce qu'il fait. Je pense qu'on n'a pas encore compris vraiment que la moitié du temps de l'activité d'un juge, c'est d'être face à un homme, ou une femme, ou un enfant, avec toutes leurs particularités. Donc, voilà, il faut former un professionnel à ça, à ce contact, à cet échange. Et c'est pas en lisant le code pénal qu'on va y arriver. Et il faut effectivement que, face à un proche de victime, mais il faut qu'il n'ait pas peur de recevoir, d'écouter, d'expliquer, d'être critiqué.
Et on ne peut pas rester enfermé dans notre tour d'ivoire. Et ça, il faut que ça change. Face à cet insupportable silence judiciaire, les familles se sentent seules, ignorées, voire méprisées. Certaines subissent passivement la situation et voient leur affaire s'enliser. D'autres, au contraire, ont fait de ce combat contre la justice le combat de leur vie. C'est le cas de Julie. Le 26 février 2003, son père, Francis Imbard, 59 ans, est assassiné sur le palier de leur domicile à Paris, dans le 16e arrondissement. Il est parti comme à son habitude. En partant, j'ai entendu la porte se fermer. Et instantanément, j'ai entendu une détonation, mais colossale. Et en fait, quand j'ai ouvert la porte, j'ai eu une odeur de poudre qui m'a vraiment saisie. Et c'est là où j'ai vraiment compris ce qui se passait. Donc j'ai hurlé, il faut appeler les pompiers. Et je me suis jetée pour attraper mon père. Donc j'ai fait comme j'ai pu parce qu'il perdait énormément de sang derrière la tête, donc j'ai essayé de bloquer l'hémorragie. Je lui tenais la main, je lui parlais, je lui disais que je l'aimais, que ma mère l'aimait, que mon frère l'aimait, qu'il n'était pas seul, que les pompiers arrivaient, qu'il fallait qu'il s'accroche. Et c'est un temps qui a paru interminable. Malgré l'arrivée des secours, Francis Imbard meurt quelques minutes plus tard, abattu d'une balle en pleine tête. Un meurtre froid, une véritable exécution. À l'arrivée des services de police, Julie se retrouve perdue face aux différents acteurs de l'enquête. Une fois le décès de mon père annoncé, on est complètement abasourdis. Et des gens arrivent chez nous, alors on ne sait pas qui c'est, puis on nous dit ça c'est le procureur, et puis le commandant de police, le commissaire de police. Donc on sait qu'il y a la crime, le 36 des Orfèvres, et tout le monde se balade chez nous, comme si on faisait partie des meubles. On nous prend, on nous pose, on dit attendez là. Et voilà, et je reste là jusqu'à 9h du soir. Et à 9h du soir, il m'emmène au 36 quai des Orfèvres pour faire ma déposition. Et d'un seul coup, ils n'ont plus besoin de nous, ils disent vous pouvez y aller. Il n'y a pas d'empathie. C'est vrai que c'est très très dur. Le premier jour, on ne comprend rien en fait. Et puis ça recommence le lendemain. Jean-Marc Bloch a dirigé de très nombreux services de police judiciaire pendant sa carrière, dont la PJ de Versailles. Lui aussi reconnaît que les relations avec les familles de victimes ne sont pas toujours faciles. En général, quand on démarre une enquête, à qui s'intéresse-t-on en premier? À la famille proche. La plupart des crimes, la plupart des homicides sont le fait des proches de la famille, de l'entourage familial. Alors dans un premier temps, on évite de leur communiquer les éléments d'enquête. Et puis on estime, enfin la police en tout cas, estime qu'une fois que la famille s'est constituée partie civile, c'est avec le juge qu'elle doit communiquer par l'intermédiaire de son avocat. Notre métier, c'est de faire une enquête, c'est d'essayer d'identifier l'auteur d'un crime, l'auteur d'un délit, et on peut pas être dans le compassionnel, c'est pas notre fonction première. Puis on y laisserait beaucoup de plumes, je pense aussi, parce que les affaires se suivent. Vous savez, une brigade criminelle comme celle de Paris ou celle de Versailles prend entre 80 et 100 homicides par an. Il faut bien qu'on se blinde un peu, sans ça, on ne survit pas à tout ça. L'enquête sur l'assassinat de Francis Imbard est confiée au 36 quai des Orfèvres. Très vite, les enquêteurs s'intéressent à la vie professionnelle de la victime. Francis Imbard était le propriétaire d'une boîte de nuit branchée du quartier de Montparnasse à Paris. Le monde de la nuit, un univers qui a ses codes et ses conduites. Mon père, à la base, était un ingénieur. Il ne connaissait pas du tout cet univers et il pensait qu'il pourrait gérer ça avec sa façon de gérer n'importe quelle affaire. Et il a complètement perdu la main et il s'est laissé envahir. Dans le viseur de la police, un homme, l'ancien chef de la sécurité de la boîte de nuit qui aurait commandité le crime. Pour les enquêteurs, il s'agirait d'un règlement de compte. Les conclusions de l'enquête sont communiquées à la juge chargée de l'instruction, mais la famille de la victime se heurte à une femme qui, clairement, ne souhaite pas faire avancer le dossier. Je pense que cette juge n'avait aucune motivation dans cette affaire.
Elle nous a vraiment traités avec beaucoup de dédain et de mépris. Elle nous l'a même très clairement dit, qu'ils se tuent entre eux, le monde ne se portera pas plus mal. La juge s'est dit que c'était des gens du milieu, donc forcément des voyous. Comparer mon père à un voyou, c'est quand même très très difficile. Moi, j'ai vu mon père mourir. Quand je pense à mon père, je pense pas à un voyou, je pense à un père de famille, à une famille brisée par ce qui s'est passé. Donc c'est beaucoup de colère. Cette juge a oublié de signer l'autorisation d'inhumer. Donc on a dû attendre 3 semaines que le corps de mon père soit rendu pour qu'on puisse enfin l'enterrer. Elle n'avait même pas l'humanité nécessaire pour penser à nous laisser enterrer notre père. Si on n'est pas humain, si on n'a pas d'empathie, pourquoi faire ce métier? Moi, j'ai jamais compris et je comprendrai jamais pourquoi on décide d'être juge d'instruction si c'est pas pour aider la société et pour aider les personnes qui vont la voir. Pendant 5 longues années, cette juge va rester sur le dossier, sans rien faire. Finalement, elle sera dessaisie à la demande de l'avocat de la famille. Plusieurs magistrats vont alors se succéder, avant qu'enfin, en 2014, un juge s'intéresse vraiment au dossier. Un suspect est arrêté, mais malheureusement, sa mise en examen est annulée pour vice de procédure. Car la juge n'a pas été nommée en bonne et due forme. J'ai pleuré longtemps. Longtemps. Dans l'immédiat, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire à ma mère et à mon frère? Après, moi je savais que je continuerais, mais je voulais pas me retrouver seule à me battre, sachant que mon frère et ma mère abandonnaient. Depuis 14 ans, le dossier sur le meurtre de Francis Imbard est passé de main en main, de juge en juge, sans résultat. À chaque changement de magistrat, il faut reprendre la procédure depuis le début. Difficile dans ces conditions d'aller au bout d'un dossier qui s'épaissit au fil des années. Celui-ci, par exemple, réunit plus de 3000 procès-verbaux et demandes d'actes. À cette valse des juges d'instruction s'ajoute la lenteur de la justice et le manque de moyens. La misère de la justice, elle est criante partout. Et donc tout le monde en souffre. Le justiciable en premier. Donc oui, il y a un certain nombre d'enquêtes qui piétinent, voire qui risquent d'être sérieusement mutilées ou abîmées parce qu'on n'a pas les moyens de mener l'enquête comme il faut, parce que une analyse de prélèvement, ça coûte cher, parce qu'une écoute téléphonique, ça coûte cher et qu'on n'a pas les moyens, parce que mettre un service de police trop longtemps sur un dossier, c'est pas possible. Et c'est pas un mensonge, ou c'est pas une échappatoire du côté des enquêteurs ou des juges, c'est vraiment une réalité. Cette lenteur de la justice, ce manque de moyens pour mener l'enquête à son terme, Julie et son frère Lionel les subissent depuis des années. En janvier 2017, un 5e magistrat a enfin été nommé par la Chambre de l'instruction, après des mois sans aucun juge sur le dossier. Ce matin, ils ont rendez-vous avec leur avocat pour faire le point. Eh bien, c'est reparti. Oui. Ouais, c'est reparti. Nouveau juge. J'ai un nouvel espoir quand même. Vous la connaissez? Oui, je la connais. C'est un magistrat avec laquelle j'ai déjà eu des affaires. Je pense qu'on peut compter sur elle. On a besoin d'être rassuré juste cette partie-là, c'est savoir si elle est capable de mener jusqu'au bout, qu'elle lâche rien. Maître Valland est aux côtés de Julie et de Lionel depuis 9 ans. Il dénonce sans complaisance les nombreux dysfonctionnements dans ce dossier et surtout ce douloureux silence de la justice depuis 14 ans. C'est au juge de les recevoir et de leur dire ce qui se passe, où il va, où il ne va pas et pourquoi il n'y va pas. Voilà, les étapes de la procédure. Ce qui est redoutable, c'est que ça fait de nous, avocats, eh bien, quelque part, les porte-paroles de cette justice muette. Ce silence, c'est de la violence aussi. Enfin, je veux dire, c'est de la violence qui se rajoute à de la violence qu'on a subie. Et le traitement qui leur est réservé, c'est de la maltraitance. Je veux dire, le système judiciaire, cette espèce d'idéal, vous voyez, c'est un socle, c'est un équilibre social, et là, il est rompu, totalement.
En fait, ce qui est affreux, c'est qu'on a l'impression de marteler le même clou depuis le début. On demande juste, faites le boulot, parce que dans des centaines d'autres affaires, en 20 ans, j'ai vu des gens poursuivis et condamnés avec bien moins d'indices que ceux dont nous disposons. Relancer les institutions judiciaires, espérer, se battre, attendre. Voici le quotidien de ces familles de victimes, oubliées par la justice. Un quotidien que Jonathan Oliver, un Anglais installé en Normandie, partage lui aussi depuis la disparition de sa fille, Cécile Valin. C'était il y a 20 ans, le 8 juin 1997, en Savoie. Cécile avait 17 ans et depuis, personne ne l'a jamais revue. Au départ, je comptais les heures, les jours. Et quand j'ai rencontré les gendarmes qui sont venus me voir, je leur ai dit, bah, écoutez, je commence à compter les semaines. J'espère que je n'aurai pas à compter les mois et surtout pas les années. Et en fait, aujourd'hui, je compte les années. Et voilà, ça fait 20 ans que Cécile a disparu. Au moment de sa disparition, Cécile vivait à Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie, avec sa mère et son beau-père. Ce week-end-là, elle était restée seule dans l'appartement familial pour réviser son bac. Sa famille était en week-end dans le sud de la France. Moi, je l'ai eu au téléphone vers 17h ce dimanche-là. Il faisait beau, il faisait chaud. Elle est partie seule, sans bagage, et s'est promenée dans la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Et elle a été vue par plusieurs personnes, mais ces témoignages-là se sont arrêtés vers 18h, 18h30. Et depuis, rien, rien. Aucune nouvelle de Cécile, aucune. Et ce cauchemar, 20 ans après, est toujours là. Au lendemain de la disparition de la jeune fille, une information judiciaire pour enlèvement de mineurs est ouverte par le procureur d'Albertville. Des gendarmes ratissent la vallée, des plongeurs sondent la rivière qui longe la route, empruntée par Cécile le jour de sa disparition. Mais aucune piste n'aboutit. Le corps de Cécile n'est pas retrouvé. Très vite, il ne reste de la jeune fille qu'une photo dans les gendarmeries de France. En 2008, 11 ans après les faits, une nouvelle juge, la troisième à se pencher sur le dossier, décide de relancer l'enquête. Une portion de l'autoroute A43 en construction au moment de la disparition de Cécile est sondée à l'aide de radars de géolocalisation. Malheureusement, les recherches restent vaines. La justice tente alors de fermer le dossier, mais Jonathan s'y oppose. Lui aussi a besoin de savoir ce qu'il s'est passé ce jour-là. Il y a 2 ans à peu près, je me suis rendu compte que ça faisait 17 ans et demi que je n'avais pas vu Cécile et que Cécile a disparu à l'âge de 17 ans et demi. Donc voilà, autant de temps sans elle qu'avec elle. Depuis la disparition de sa fille, Jonathan écrit tous les jours, ou presque. Il a rempli une vingtaine de petits agendas, un par année, pour ne rien oublier, même si certaines dates restent gravées à jamais. Voilà. Le 8 juin, c'est l'anniversaire de sa disparition. Et là, il y a sa photo, une petite photo d'elle. Et puis moi, j'ai écrit en anglais,
loving you. C'est le mot que je lui dis tous les jours. De toute façon. Donc il y a des journées comme ça qui sont très très importantes. De ces notes recueillies au fil des années, Jonathan en a fait un livre, sorti en 2015. Pour qu'on n'oublie pas Cécile, mais surtout pour que la justice ne l'oublie pas. Malgré sa détermination, le temps joue contre lui. À 3 reprises déjà, la justice a voulu fermer le dossier. À chaque fois, Jonathan s'est battu et a obtenu gain de cause. Mais pour combien de temps encore? Pourquoi on fermerait ce dossier? Si on ferme le dossier, on ferme l'espoir. Moi, je vis avec l'espoir intense de trouver ce que Cécile est devenue. Michel Bluzet cherche lui aussi à comprendre pourquoi, le 17 mars 1997, le corps de sa fille Virginie a été retrouvé en bordure de Saône, à Verdun-sur-le-Doubs, non loin de Beaune. Elle était menottée et bâillonnée. À l'époque, c'est le major Jean Guenin, aujourd'hui gendarme à la retraite, qui s'est occupé de l'enquête. Les 2 hommes sont restés très liés. C'était mes coins de pêche ici. J'ai complètement tout arrêté, qu'avant j'étais un fou pêcheur, mais j'ai tout arrêté. D'avoir retrouvé ma fille dans la Saône, ça me fait tout bizarre de revenir là quand même. 20 ans ont passé, mais le meurtre de Virginie n'a jamais été résolu. Moi, je pensais que l'affaire serait réglée dans les 3 ans. Mais jamais je pensais que 20 ans après, je serais ici. Le corps a été retrouvé par un pêcheur qui se promenait le long de la berge. Et il a prévenu les gendarmes de Verdun-sur-le-Doubs. Et le soir même, on va savoir qu'il y a une jeune fille de Beaune qui a disparu depuis 40 jours. Elle s'appelle Virginie Bluzet. Quand je suis arrivé, j'ai compris tout de suite. Tous les agents de police étaient là. Je savais qu'il y avait quelque chose de grave pour ma fille, parce que c'était pas son attitude de ne pas nous appeler. Elle partait une journée ou 2, puis elle nous appelait tout le temps. Ouais, ça fait 20 ans, oui. Ouais, c'est dans la tête, ça, on ne peut pas y oublier, ça. C'est la vie, ça. Ouais. Virginie a été aperçue pour la dernière fois place Madeleine, à Beaune, le vendredi 7 février 1997. Ce soir-là, 2 témoins avaient assisté à une violente dispute entre la jeune femme et son petit ami, alors qu'elle montait dans sa voiture. On ne l'a jamais revue vivante. 3 mois plus tard, le conducteur du véhicule sera finalement mis en examen et incarcéré, avant d'être libéré à la demande de son avocat pour défaut de preuves. Le 5 avril 2002, soit 5 ans plus tard, le magistrat me convoque en me disant, voilà, j'ai pris une décision, et il me fait lire un document de 11 pages sur lequel je note, effectivement, allez, je vais dire sur 10 pages, des charges suffisantes pour le renvoyer carrément devant une cour d'assises. Et malheureusement, la dernière page, je lis ordonnance de non-lieu. Heureusement que je suis assis à ce moment-là, parce que véritablement, les bras m'en tombent. Je demande au magistrat pourquoi. Et il me répond, la justice ne veut pas être ridicule. Je ne comprends pas. Honnêtement, il y avait, je pense, de quoi le renvoyer devant une cour d'assises. Quand il y a eu le non-lieu, après on se dit, ça y est, on a abandonné, quoi. C'est vrai, par la justice. Ils n'ont pas fait leur travail, c'est pas possible. Hein. En ayant des preuves quand même formelles, je sais pas ce qu'il faut leur emmener, quoi. Qui tue ma fille devant eux pour qu'on puisse le faire passer aux assises, ce type-là. J'ai insisté pour que le magistrat reçoive la famille Bluzet. Sa réponse
je vais être vague. C'est qu'il a d'autres dossiers à traiter. Ouais. Qui sont beaucoup plus Peut-être importants plus que ma importants. fille. Oui, ben oui. Voilà. Hein, c'est Ouais, c'est ça, c'est son problème à lui. Oui. Plus important que ma fille qui a été tuée, c'est beaucoup plus important les autres dossiers. Donc je voudrais bien savoir quand même la vérité, quoi, avant que je m'en aille, moi, c'est vrai. Je voudrais quand même qu'il soit puni, ce type-là. L'affaire classée par la justice, Michel Bluzet se retrouve seul. Ben, quand ils ont fait le non-lieu, j'ai dit carrément, je quitte tout. Je voulais plus. Je voulais tout abandonner. Puis un jour, je reçois un coup de téléphone de Mme Blétry, la Rose. Et puis Rose, elle me dit si je veux faire partie de l'association, on se regroupe toutes les familles. Elle m'a dit, il y a comme ça qu'on pourra se défendre si on est plusieurs, si on est tout seul, on ne pourra pas. Parce qu'autrement, on est petit, hein. On nous oublie complètement. Hein. Pendant 20 ans, je n'ai jamais rencontré un juge. Pendant 20 ans. Jamais un courrier pour nous dire rien, du tout. Jamais. Jamais de jamais. Même le premier m'a jamais reçu avec mon épouse. Je l'ai vu qu'un coup, c'est quand j'étais chercher le dossier qui s'est sauvé. Voilà, le seul coup que je l'ai vu. Et depuis, heureusement que l'association est là, que toutes les familles, on est tous ensemble, bien soudés, et qu'on se bat. L'association Christelle, créée en 1997, juste après la mort de Christelle Blétry, accompagne les familles dans leur douloureux parcours et les aide à comprendre la complexité du système judiciaire. Michel Bluzet en fait partie, comme d'autres parents de victimes dans la région. À Blanzy, une stèle en mémoire de ces jeunes femmes a été érigée. Marie-Rose s'y rend souvent avec le président de l'association. Je pense que si l'association n'avait pas existé, il ne se serait rien passé dans les dossiers. Faute de moyens financiers aussi. Ce n'est pas des familles d'ouvriers qui peuvent se payer des frais d'avocat pendant des années, c'est ça, quoi. Alors, pour l'association, on n'a rien eu du ministère de la Justice, jamais, jamais. La seule subvention que nous avons, c'est une subvention municipale qui regroupe les communes environnantes. C'est 1 000 € par an, voilà, c'est tout. Tout le reste, c'est nos manifestations qui font qu'on peut perdurer dans le temps. Seul, on n'est rien. Pour que la justice continue à enquêter sur ces dossiers, l'association a fait appel à 2 avocats parisiens, Didier Seban et Corinne Herman. Ce sont eux qui, jour après jour, relancent la justice. Mais pas seulement, ils soutiennent aussi les familles dans leur combat. On encourage toujours les familles à se réunir en association, à ne pas rester seules, parce que ce sont des combats qui peuvent être à durer 10, 20, 30 ans. Souvent, il y a des longues périodes de silence. Vous savez, ne serait-ce que pour obtenir la copie d'un dossier, quelquefois, il faut 2-3 ans. Pour convaincre un juge de réouvrir une affaire, quelquefois, il faut 5 ou 6 ans. Malheureusement, il faut que les gens se prennent en main et qui n'acceptent pas l'intolérable. Le temps des victimes qui attendent qu'on leur rende justice est un peu passé. Aujourd'hui, il faut qu'elles soient présentes dans le système judiciaire, qu'elles s'affirment et qu'elles demandent des comptes. Pour rouvrir un dossier qui a fait l'objet d'un non-lieu, il faut trouver de nouveaux éléments. C'est ce que Maître Herman a cherché dans le dossier de Virginie Bluzet. Dans ce dossier, les scellés qui avaient été retrouvés, les vêtements ou les objets qui avaient été retrouvés autour du corps ou qui ont été prélevés sur le corps, n'avaient pas été analysés en génétique. Donc c'est de cette façon que nous avons repris ce dossier. Le parquet, lorsqu'on lui a adressé nos demandes, a fait effectuer une enquête préliminaire qui a été perdue. C'est un vrai parcours du combattant, y compris pour nous, mais nous, on n'est pas surpris parce qu'on connaît ces problématiques-là, mais pour les parents, c'est quelque chose d'absolument abominable. Finalement, la Chambre de l'instruction a bien voulu ordonner la réouverture du dossier et désigner un juge d'instruction. On se rend compte dans des dossiers qui ont 30 ans, dans des dossiers qui ont 20 ans, que lorsque tout le monde nous dit oui, en règle générale, ça va très très vite. Ça va très très vite, là. Le résultat, les criminels ne se sont pas sauvés à l'étranger. Ils sont là bien tranquilles en pensant qu'ils sont dans l'impunité. Et lorsqu'on fait les expertises génétiques, lorsqu'on fait d'autres expertises, il y a d'autres types d'expertises, en règle générale, ça va très vite.
Aujourd'hui, Maître Herman souhaiterait notamment que le bâillon retrouvé sur le visage de Virginie Bluzet soit analysé, afin que son père Michel puisse lui aussi enfin connaître la vérité. En effet, grâce au progrès de la science, les expertises génétiques ont considérablement évolué. Au sein de l'association Christelle, 3 meurtres non élucidés ont déjà été résolus grâce aux recherches ADN, dont celui de Christelle Blétry. À Blanzy, Marie-Rose Blétry se souvient de sa convocation dans le bureau de la juge. Nous étions convoqués le 9 septembre 2014. Donc la juge se présente, voilà. Je trouvais qu'elle allait doucement, enfin qu'elle était très calme. Et là, très vite, elle me dit que les vêtements ont été analysés, qu'on a retrouvé plusieurs traces d'ADN, que c'était un ADN unique, qu'on avait l'auteur, et que l'auteur avait était en garde à vue depuis le matin, 6 heures. Enfin, tout ça en je sais pas, une demi-heure, un quart d'heure, 10 minutes, je sais pas. Le temps s'est arrêté là, je peux pas vous dire. Comme j'ai été baladée pendant 18 ans, on a été baladés pendant 18 ans, je m'attendais pas à ce que la vérité soit de là en 10 minutes, quoi. Ce qui est terrible, c'est que j'apprends aussi que Christelle a été violée. Je l'apprends, ça... Enfin, j'apprends que Christelle a été violée 18 ans après. Comment le médecin légiste peut passer à côté d'un viol? Comment? Ça, moi, je ne comprends pas et je ne le comprendrai jamais. C'est pour ça que je dis qu'on a beaucoup raté de choses dans l'enquête, quoi. Après, quand on apprend cette vérité, c'est incroyable, quoi. Enfin, moi, j'attendais pas une vérité si brutale. Après des années d'errement judiciaire, l'assassin présumé de Christelle a donc été confondu par son ADN et arrêté. Une victoire incroyable pour la famille de la jeune femme. À Paris, Julie Imbard, elle, attend toujours que la justice fasse son travail. Son père est mort il y a 14 ans et malgré sa détermination, l'enquête n'a pas avancé. Pire encore, après avoir rendu une ordonnance de non-lieu, la justice a voulu clôturer le dossier. À la demande de la famille, Maître Valland a fait appel. Il a obtenu gain de cause, mais la procédure aura pris 8 ans. Ce matin, Philippe Valland a rendez-vous au palais de justice, dans le bureau de la nouvelle juge d'instruction. Julie a tenu à l'accompagner. C'est pas un dossier creux, il y a beaucoup d'éléments dedans, donc je pense qu'on peut aboutir. Je me le suis promis pour mon père. Pour cette première prise de contact, seul Maître Valland pourra rencontrer la juge. Bon, je vais monter voir le juge d'instruction. Vous m'attendez patiemment. À tout de suite. À tout à l'heure. C'est dans la salle des pas perdus que Julie attend son avocat. Une attente difficile, car pour Julie, ce rendez-vous pourrait enfin être synonyme d'aboutissement. Il y a plein de gens qui me disent passe à autre chose, tourne la page. Mais comment on peut tourner la page quand son père est mort d'une balle à la tête dans ses bras, dans une mare de sang? Enfin, c'est juste intolérable. Donc oui, ça ne le fera pas revenir, mais ça aidera à faire un deuil plus digne que de se dire qu'il est mort assassiné, qu'on l'a laissé 3 semaines oublié dans un frigo pour avoir le droit de l'enterrer, parce qu'on a supplié qu'on nous rende le corps. Donc il y a un moment, il faut juste un peu plus de dignité. Je me sers de cette colère pour me battre et pour pas désespérer. Impatient de connaître l'issue de ce rendez-vous, Lionel, le frère de Julie, arrive à son tour au palais de justice. J'espère que ce soit positif. J'espère aussi, je suis stressé, responsable, peut-être bon signe qu'il soit assez longtemps. J'espère. Écoute, on verra, plus qu'à croiser les doigts. Tu veux t'asseoir? D'être là, ça donne encore plus d'espoir.
Ça va bien? Très bien. Ouais. Bon, vous avez pu rentrer dans le palais, ça va. Oui. Bon, Alors? Il y a des matins où on se sent mieux. Ouais. Ouais. Le dossier est arrivé dans son bureau. Évidemment, elle n'a pas encore eu le temps de le consulter. Voilà, mais moi, je suis exprimé librement sur ce qu'était mon sentiment dans ce dossier. Donc, voilà, ça va commencer. Plutôt ça, positif. quand même... Non, c'est incontestablement positif. Bon, j'ai aussi été très clair sur l'idée que vous soyez entendu, parce que ça fait 13 ans que vous n'avez pas été entendu. Ce qui est quand même... Vous l'avez mentionné là ou Oui, pas? oui, tout à fait, oui, c'est normal. Ouais. C'est un bon début avec cette nouvelle juge. Oui. Avec cette nomination, le dossier pourrait enfin aboutir, même s'il va falloir tout reprendre depuis le début, et que la procédure risque d'être encore longue, très longue. Si enfin ceux qui doivent être mis en examen sont mis en examen, il faudra quand même leur laisser le temps, à eux aussi, de construire leur défense. Et donc, très sincèrement, moins de 2 ans d'information judiciaire, c'est impossible. Et puis, si cette information judiciaire se termine par un renvoi devant la cour d'assises, là, on est encore sur une période d'1 an et demi ou 2 ans. Donc, je sais qu'entendre 4 ans, ça n'est pas un plaisir, mais enfin, je ne peux pas raconter d'histoire autre que celle qui pourrait se dérouler. Voilà. L'idée d'une condamnation, enfin, des auteurs de l'assassinat avant 4 ans, elle est peu probable. Excusez-moi, j'ai la tête qui tourne. Pardon. J'ai des vertiges, j'entends. Ça va? Ouais. Bah oui. Pas de rien faire, mais on peut partir. Non, Voilà. non, mais je suis consciente, c'est juste que oui. Il y a le sol qui tangue. Ouais, c'est le stress. Moi, ça part avec le stress, je m'écroule. Non, tout va bien. Le combat de Julie et de Lionel n'est donc pas terminé, mais ils iront jusqu'au bout. Ils se le sont promis. Éric Boisserand, qui se bat depuis 12 ans, est lui aussi plus décidé que jamais à obtenir gain de cause. C'est en mer qu'il puise l'énergie et la force pour continuer son combat. Ma vie a basculé depuis 12 ans et la mer, c'est pas pour rien que Marine s'appelait Marine. Marine, c'est la mer, c'est le bleu, c'est ses yeux bleus, c'est... Voilà. Je suis là, à côté d'elle. Vraiment. Il n'y a qu'ici où je suis là, avec elle. Marine, la dernière fois que j'ai traversé, j'étais tout seul. Je rentrais de Corse, elle était revenue en ferry. Et c'est elle qui m'appelle en me disant « Papa, fais attention ». Moi, j'ai pas fait attention à elle. Ça marque, ça fait mal. Ça fait mal. Même 12 ans après, ça fait mal. Il me manque un quart d'heure dans ma vie. Voilà. Il y a des moments où c'est dur. Voilà, c'est la vie, mais bon, j'assume, je lâcherai jamais. Oh là là, je suis pas dans la vengeance, mais je suis dans le droit. Je suis dans mon droit. Je lâcherai jamais. Tant que je serai vivant, je lâcherai pas. Voilà, c'est tout, point barre. En juin 2015, le juge d'instruction a failli commettre l'irréparable en demandant la destruction de 158 scellés dans le dossier de sa fille Marine. La famille a saisi la chambre de l'instruction. Le magistrat a finalement été débouté. En octobre 2016, toujours à la demande de la famille, le dossier sur le meurtre de Marine a été transféré à l'Office central pour la répression des violences aux personnes, situé à Nanterre, en région parisienne. Philippe Guichard dirige cet office depuis 5 ans. Il a notamment sous ses ordres 53 policiers, gendarmes et psychocriminologues
tous affectés à la résolution des cold cases. Avant de relancer des investigations, les enquêteurs sont d'abord chargés de relire les dossiers. On s'occupe des dossiers où on sent qu'il y a des pistes nouvelles à explorer. Très souvent, les magistrats me sollicitent en recours final, en quelque sorte, avant de les classer finalement, pour vérifier si rien n'a été oublié. Voilà, c'est ce qui s'est passé dans le dossier Boisserand. Je sais parfaitement que pour la famille, on peut considérer être la dernière chance. J'en ai parfaitement conscience, mais à un moment donné, je comprends aussi les juges qui disent « Écoutez, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus sur ce dossier, tout a été fait ». Le dossier est énorme, hein, donc ça nous demande beaucoup de temps de relecture. On pense pouvoir, d'ici quelques semaines ou mois, être en mesure de faire des propositions aux magistrats. Que justice soit rendue, c'est le moteur de toutes ces familles qui veulent faire éclater la vérité, mais qui sont totalement enchaînées au bon vouloir des juges d'instruction. Michel Bluzet a failli tout lâcher lorsque le juge a prononcé un non-lieu pour le meurtre de sa fille. 20 ans après la découverte du corps de Virginie sur les bords de Saône, il est enfin convoqué par un magistrat. Je m'en vais voir le juge au tribunal à Châlons. Je vais lui dire que je ne suis pas tout seul. Hein. Il y a beaucoup d'enfants qui ont disparu. C'est dans l'oubli, malheureusement. On va se battre jusqu'au bout. Mais bon, moi, les années, elles tournent. Hein. J'ai quand même 68 ans. J'espère que la justice fera son travail. Mon bonheur, ça serait comme Rose, qu'on me dise, ça y est, on a trouvé l'assassin. Je serais très très content pour mes enfants, et en mémoire de mon épouse aussi. C'est au tribunal de Chalon-sur-Saône que les dossiers non élucidés de l'association Christelle ont été regroupés à la demande des avocats. Maître Herman est venu de Paris pour assister son client. C'est un rendez-vous qui humainement est nécessaire. C'est pas une question de moyens de recevoir quelqu'un, honnêtement. Ça coûte rien. Il faut que les magistrats aient conscience que c'est essentiel pour qu'ils puissent continuer à tenir debout. D'aucuns vous diront que c'est par leur travail, si c'est leur travail, de rendre compte de ce qui a été fait et d'en rendre compte avec humanité, c'est mieux. On espère que cette famille ne sera plus maltraitée par la justice, qu'on va l'entendre, qu'on va l'écouter, qu'on va mettre en place les techniques qui sont les plus performantes parce qu'on peut encore résoudre ce dossier. En 20 ans de combat, Michel Bluzet aura tout connu. Le silence des juges, le non-lieu, la réouverture du dossier 9 ans après les faits et enfin la rencontre avec un magistrat. Il ne reste maintenant à la justice qu'une chose à faire, mener l'enquête à son terme et identifier le meurtrier. Dans l'affaire de la disparition de Cécile Valin, la justice voudrait de nouveau clôturer le dossier. Pour Jonathan Oliver, cette décision est inenvisageable. Avec son avocate, Cathy Richard, ils descendent au tribunal d'Albertville, rencontrer la juge d'instruction en espérant pouvoir la faire changer d'avis. Je ne peux pas imaginer un parent qui perd son enfant, qui n'a pas besoin de savoir ce que son enfant est devenu. Le deuil est impossible. Ce n'est pas un objectif de faire le deuil de Cécile, mais ça serait une façon de retrouver une certaine tranquillité.
Maître Cathy Richard s'occupe de la disparition de Cécile depuis une quinzaine d'années. À 3 reprises déjà, le dossier a failli être classé. À chaque fois, il a fallu trouver de nouvelles pistes d'enquête pour éviter le non-lieu dans un dossier où malheureusement aucune trace ADN ne peut être exploitée. Le gros problème auquel on se trouve confronté dans ce dossier, c'est l'absence de scène de crime. C'est-à-dire que les cold cases, entre guillemets, dans lesquels finalement des années après on trouve quelque chose, c'est parce que la science progresse et du coup on va ressortir des scellés, on va vérifier quelque chose et enfin ça va parler. Et là on n'a rien, on a une jeune fille de 17 ans qui s'évapore. Ce qu'il faut, c'est de jamais lâcher et puis se dire, quelque part quelqu'un sait. Et si quelque part quelqu'un sait, on peut savoir aussi. L'épée de Damoclès d'un dossier qui risque de se fermer, c'est une épée de Damoclès qu'on connaît depuis 15 ans. Voilà. Le premier argument, ce serait de dire, mais ça vous coûte quoi de laisser ce dossier ouvert? Parce qu'il faut savoir quand même que le dossier ouvert, s'il y a un petit élément nouveau, on peut instruire dessus, on peut enquêter sur ce petit élément nouveau. Et puis, on peut tirer quelque chose ou pas. Alors que le dossier fermé, il faut pas un petit fil, hein. Il faudra une grosse ficelle pour qu'on rouvre le dossier. Et nous, ce qu'on veut, c'est que le moindre fil, on veut qu'on puisse tirer dessus. Sauf que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et que la justice estime que quand on a fini de chercher, on n'attend pas que ça tombe du ciel, on ferme un dossier. C'est vrai qu'on a envie de dire, mais qu'est-ce que c'est par rapport à Gamine, quoi? Qu'est-ce que c'est par rapport à la souffrance de sa famille? Donc c'est pas grave, on va faire le travail nous. On va essayer de chercher nous, on va essayer de gratter nous, on va continuer à gratter au-delà de ce qu'on peut gratter. Aujourd'hui, la nouvelle piste que Cathy Richard voudrait explorer est celle des personnes enterrées sous X. Il faut savoir qu'en France, on enterre les gens sous X quand on ne sait pas les identifier. Et parfois, on a d'une part une famille éplorée qui cherche et d'autre part finalement quelqu'un qui est enterré sous X, pas forcément très loin. Donc je voudrais qu'on cherche de ce côté-là. Si cette solution-là aboutissait, ce serait bien. En même temps, cette perspective est effrayante. Voilà. Quand ils décident de clôturer un dossier, les juges d'instruction ont recours à l'article 175 du Code pénal. Le rendez-vous avec la juge est prévu dans quelques minutes. Secret de l'instruction oblige, nous ne pourrons pas assister à l'entretien. La juge a même demandé à ne pas apparaître à visage découvert. Bonjour, juge, comment ça va? Bien, hein? Bien. Pareil. Malheureusement. Comment celui-là? Celui-là, ça ira vraiment bien. Vous nous diriez quelque chose? Ouais. Ils sont plutôt aujourd'hui. Ouais. Et du moment où vous ne dites pas non plus 175, On va en discuter. On va en discuter. Une petite heure s'est écoulée. La porte du bureau s'ouvre enfin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh ben, c'est encore ça de dernier. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? On a un rendez-vous dans un an, peut-être avant. Donc, voilà. Déjà, le dossier n'est pas fermé. Donc, c'est bien. Oui. Et puis, on repart sur ce qu'on a évoqué intéresse le juge d'instruction. Donc, ça donne un an de plus à respirer. Oui. Alors, c'est déjà 20 ans après, c'est bien. C'est bien. L'espoir va continuer et voilà. Je ne peux pas dire que je suis soulagé, mais c'est bien. Voilà. Voilà. Je ne vais pas sauter de joie parce qu'on ne ferme pas de dossier. Je ne suis pas encore remis de ma tension d'avant, mais voilà, c'est une étape extrêmement importante de prolonger
l'ouverture du dossier. Du courage, de la détermination, de la volonté, de la patience aussi. C'est ce dont Marie-Rose a fait preuve pendant 20 ans. Et ça a payé, puisqu'aujourd'hui, le meurtrier présumé de sa fille devrait être condamné. Au tribunal de Chalon-sur-Saône, le procès de Pascal Jardin touche à sa fin. C'est le dernier jour. On saura aujourd'hui à combien d'années il va être condamné. J'espère qu'il sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Je suis très calme. Je suis très confiante. Je ne vois pas comment il ne peut pas être condamné à la peine maximale. Lors de sa comparution devant la juge d'instruction, Pascal Jardin avait reconnu le viol et le meurtre de Christelle Blétry avant de se rétracter. Tout au long du procès, il a nié le crime, reconnaissant simplement une relation sexuelle consentie. Face au box des accusés, Marie-Rose Blétry, ses enfants et son frère, tous partie civile, ont écouté, en soutenant le regard de Pascal Jardin, les témoignages qui se sont succédés à la barre. J'ai beaucoup pensé à mon mari, parce que mon mari n'est plus là, et il n'est pas là au moment du verdict de l'assassin de sa fille, quoi. Donc ça, c'est terrible. J'ai beaucoup pensé à lui, j'ai beaucoup pensé à Christelle. C'est pour eux qu'on fait ça aussi. Après 9 jours d'audience, le jury se retire pour délibérer. Six heures plus tard, la cour d'assises de Saône-et-Loire vient de rendre son verdict. Pascal Jardin est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. La justice est rendue, ça fait 20 ans qu'on attendait, et oui, c'est bien, c'est ce qu'on attendait. Je pense beaucoup à Christelle, parce que Christelle a été assassinée de 123 coups de couteau. Il l'a massacrée et vraiment j'attendais ça. Voilà. Derrière, on attend sûrement un appel, malheureusement, donc est-ce qu'il faut se préparer tout de suite à un apaisement? Je vais rester sur mes gardes parce que le combat n'est peut-être pas fini. Et en plus, on a d'autres cas dans l'association, il faut qu'on aille au bout. Il faut que toutes les familles puissent connaître aussi cet aboutissement. Donc non, on reste... voilà. Bah oui, j'ai même pas une journée prévue. C'est pas grave. Allez, on continuera. Ça va, maman. Ça va aller. On va se battre. On va voir la suite. Courage encore. Vous avez la nouvelle? Si on est là, je pense qu'on a raté 18 ans d'enquête et qu'on a réussi la sortie. Si on me dit maintenant, qu'est-ce que vous avez fait pendant 18 ans? Qu'est-ce que vous avez fait de votre vie pendant 18 ans? Pas grand-chose. À part de se battre